Bien, mais bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être présent en ce moment où un certain nombre de parlementaires vont s'exprimer dans la même direction pour continuer à dire que notre territoire est opposé au passage de la LGV. Alors, mon propos sera rapide. Je le fais ici en qualité de président de la communauté d'agglomération Pays Basque. Légitimé par un certain nombre de délibérations prises par la communauté d'agglomération, et je le dis en présence aussi de Felipe Aramendi, qui est également membre du conseil communautaire et également de l'exécutif du conseil communautaire. Et on est aussi légitime l'un que l'autre pour dire que depuis fort longtemps, notre communauté d'agglomération a pris une position claire sur le sujet. Je donne deux dates. C'était en décembre 2021. On a émis un avis contre la LGV. Donc, c'était 144 voix pour la communauté d'agglomération qui s'exprimaient dans ce sens. Il n'y avait alors que 41 contre et 19 abstentions. Et lorsqu'il s'est agi récemment de confirmer notre position sous la forme d'une motion et non plus d'une délibération, c'est en réalité une proportion encore plus importante de personnes qui donc sont venues, de membres du conseil communautaire, qui sont venus donc dire leur opposition au passage de la LGV au Pays Basque. Ajouter, et j'en terminerai là, pour être bref, ajouter à cela le fait qu'avec Pierre Urlu, le maire de Bordeaux, et le maire d'Irun, M. Santano, le maire de l'époque, José Antonio Santano, nous avions tous les trois donc fait un appel pour la modernisation urgente de la ligne ferroviaire existante entre Bordeaux et Irun, car une des problématiques de cette opposition, c'est de dire, mais ça sera dit tout à l'heure, la nécessaire modernisation dans l'urgence de cette ligne ferroviaire, plutôt que de s'embarquer dans des frais pharaoniques pour la réalisation d'une nouvelle ligne. Voilà. La position du Pays Basque n'a pas changé, et c'est ce que je veux dire dans cette introduction que le pays faut m'autoriser à faire. Esker Jean-René, Esker Jean-René, egunon deneri, ongi etorri Baionako prentsa horreko untan. Hemen main inguruak dira parlamentari batzuk, senadore baita diputatu, eta dei bat izatetu dugu, eta 15 parlamentari gira, hori ezenpetu dugunok, eta zerrenda bidaria izanen zaizue ondotik, eta hemen gainok, baita Landesetako bat, baita Girondeko hainitz, Ipar Euskal Herrian bagira lau, Iñaki Etxaniz hemen ez dena, Colette Capdevielle hemen duguna, eta Frederik Espainiak hemen ez dena, eta ni beraz. Eta Girondekoak hainitz dira, ordan ez ditut denak zerrendatuko, baina zerrenda aipatua izanen da ondotik. Beraz, bat egiten dut Jean-Renek erran dituen intzekin, hemen Ipar Euskal Herrian batasun bat eta gehiengo zabal bat ahatseteren kontra da. Eta konturatu gira asanbladan ere, ahatseteren kontra gehiengo bat badela, zenta budjeta bozkatu zelarik, hori azaroan, gehiengo bat TSE zerga baten, ahatseteren aldeko zerga horren kontra gehiengo bat bozkatu zuen, eta Asamblada Nazionalak baztertu zuen zerga hori AHT dilustatzeko. Horrek erakusten du, zinez badera gehiengo bat Parisen ere, eta hainitzetan aipatzen da bozkatua izan dela, jendea ados dela AHT-rekin, eta hautetsiak ere bai, eta guk hemen frogatu nahi dugu mugimendu horrekin ez dela egia, gehiengo bat kontra dela, batez ere Euskal Herrian baita ere
Gironde departamentuan eta landesetan ere bada mugimendu zabal bat, eta hortarako parlamentari gisa hemen gira horren azpimarratzeko. Frantsesez orain, donc nous sommes ici des parlementaires de tous bords politiques de Nouvelle-Aquitaine, concernés par le nouveau tracé de la continuité de la LGV au sud de Bordeaux jusqu'à Toulouse et jusqu'à Hendaye. Nous avons ici, comme l'a dit Jean-René, une écrasante majorité contre ce projet de LGV chez les élus, dans la population. On a vu tout à l'heure dans la photo improvisée que beaucoup de mouvements étaient contre cette LGV. Mais arrivé à Paris, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un mouvement de parlementaires contre la LGV auquel on est venu s'agréger, les 3 députés du Pays Basque, avec Colette Capdevielle, Iñaki Etxaniz et maintenant Frédérique Espagnac, qui est sénatrice du département. On a Lionel Cos pour les Landes notamment, et il y a beaucoup aussi de députés sénateurs girondins. On vous fera la liste un peu plus détaillée tout à l'heure. On a montré en novembre qu'on avait une majorité de députés qui avaient voté pour la suppression de la TSE, qui est la taxe permettant de financer la LGV. Ça a été voté par l'Assemblée nationale. Le 49.3 a balayé ce vote. Malgré tout, ça montre qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui est contre cette LGV. Le deuxième point, c'est que on est à la veille de la conférence de financement des mobilités, qui va commencer au mois de mai. Et dans cette conférence de financement de mobilité, elle est nécessaire parce qu'il y a un manque total de financement, notamment pour le rail. Or, des projets pour le rail, on en a plein. Aujourd'hui, on sait qu'il faut 100 milliards d'euros pour rénover le réseau existant. C'est une somme considérable, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est Elisabeth Borne qui l'avait annoncé. Sauf que depuis cette annonce, il n'y a pas eu d'argent mis dessus. Il y a des projets de SERM, et on en a un ici au Pays Basque, donc Services Express Régionaux Métropolitains. On a un projet ici qu'on porte avec le syndicat de mobilité du Pays Basque. Il y en a un peu partout en France. C'est des projets de sorte de RER pour essayer de favoriser et de faciliter les transports du quotidien. Et tous ces projets-là, la rénovation du réseau existant, les aménagements nécessaires et les projets de SERM nécessitent un financement colossal qui aujourd'hui n'est pas trouvé. Donc quand on fait le parallèle avec une LGV qui coûterait annoncé 14 milliards, maintenant on nous annonce plutôt 18 milliards pour arriver jusqu'à Dax et à Toulouse pour gagner 20 minutes, c'est un non-sens. Et surtout, tout le monde sait aujourd'hui l'état des finances publiques, l'état des finances des collectivités territoriales. Je ne vous parle pas de l'état du département. La région va être amputée d'une partie de son budget l'année prochaine. Et alors je ne vous parle même pas du budget de l'État. Donc on est à la croisée des chemins et on a des choix à faire dans les 2 mois qui viennent, dans cette conférence de financement. Et nous, parlementaires, nous sommes là pour dire qu'il faut absolument que les choix qui sont faits soient les bons choix et pas qu'on aille vers un projet inutile quand on a des voies qui existent et qu'il faut rénover, absolument. Et je rajouterai un point essentiel, c'est que beaucoup des tenants de la LGV nous disent aujourd'hui c'est nécessaire pour l'interconnexion avec l'Espagne. L'interconnexion elle a été assurée tout au long de l'histoire. Les trains français allaient jusqu'à Irún, les trains espagnols venaient jusqu'à Hendaye. Et depuis une quinzaine d'années, cette interconnexion a été interrompue. Avec le projet de SERM, et la région est en train de travailler à une ligne qui va de Dax jusqu'à Donosti, Saint-Sébastien. Et ça montre bien que l'interconnexion est possible. Il n'y a pas besoin de LGV pour ça. Voilà. Je passe la parole à Monique de Marco. Bonjour, moi je suis Monique de Marco, je suis sénatrice de la Gironde. Également, donc, malheureusement, pas l'aménagement de territoire au Sénat, mais vice-présidente de la commission culture, éducation. Donc on n'a pas les mêmes possibilités de traitement sur les dossiers, mission d'information et surtout, parce que nous c'est extrêmement sectorisé. Voilà, donc quand ça fait très longtemps que je suis mobilisée contre la LGV, puisque je vous rappelle que j'étais avant élu régional, vice-présidente de la région, depuis 2004. Il y avait déjà en 2004 le projet Bordeaux-Toulouse, avec une enquête publique. Le projet a été abandonné, et finalement,
Donc ils ont fait ce nouveau projet qui va maintenant sur Dax pour avoir des financements européens, puisqu'ils ne pouvaient pas, en allant vers Toulouse, avoir des financements européens. Nous nous sommes toujours opposés à la région les écologistes à ce projet, et ils ont poussé, maintient toujours cette position. Il y a aussi, on oublie qu'en Occitanie, il y a une opposition aussi d'élus et de parlementaires, soit plutôt écologistes ou, je vais dire peut-être LFI, contre ce projet. Et on est aussi en lien tous ensemble. Au niveau écologiste, c'est donc au niveau de l'Europe, au niveau également donc, du département, de la région et également donc nos parlementaires. Nous sommes opposés à ce projet. Toujours est-il que nous avons décidé de faire ce pôle parlementaire qui finalement commence à s'agrandir. Au départ, nous étions un petit noyau, députés et sénateurs. En Gironde, nous sommes 5 sénateurs sur 6 à être opposés. 5 sénateurs sur 6, sachant qu'une sénatrice est devenue maintenant ministre donc, du tourisme, c'est Nathalie Delattre, qui est remplacée par une nouvelle sénatrice, Mireille Comte-Jaubert, qui vient de rejoindre le pôle parlementaire. Donc vous voyez, cette position quand même en Gironde dit qu'il faut quand même réfléchir à cet impact. Et nous avons, les parlementaires, été rejoints par les députés, et nous sommes donc aujourd'hui en action pour demander donc un moratoire sur les aménagements au sud de Bordeaux, des rendez-vous au ministère des Transports, mais malheureusement nous en sommes au 3e ministère des Transports depuis que nous demandons des rendez-vous, et on attend toujours le rendez-vous donc avec le nouveau ministre qui est Tabarot, et nous avons obtenu un rendez-vous juste avant la dissolution au ministre du Rové, qui devait être, je crois, le 12 décembre, et ça a été dissous le 9 décembre. Malheureusement, maintenant, on recommence cette mobilisation. Alors, on a agrandi ce pôle parlementaire avec Écosse, donc député des Landes, ensuite Paye Dufaux, que vous connaissez tous, député des Pyrénées-Atlantiques, Inachi et Jazzy. Je ne sais pas, je vous prie de pouvoir m'excuser. Bon, Mathilde Feld, donc députée de la Gironde, Hervé Gillet, qui s'excuse, sénateur de la Gironde, qui est socialiste, Laurence Haribé, sénatrice de la Gironde, socialiste également, Laurence Lassarade, c'est intéressant, sénatrice de la Gironde, qui est républicain, les Républicains, Sophie Met, députée de la Gironde, les démocrates, c'est-à-dire Renaissance, Loïc Prudhomme ici présent, LFI, Nicolas Thierry, qui s'excuse également, député de la Gironde écologiste, et nous en rejoint que la vie Frédéric Espagnac et Mireille Comte-Jaubert, qui donc est maintenant signataire de ce pôle, ce qui fait 14 parlementaires. Et oui, parce que je vais poser voilà, je fais la transition. Et Colette Capdevielle qui nous rejoint, à qui je vais laisser la parole, sachant qu'au Sénat, ce n'est pas comme à l'Assemblée nationale, je le dis malheureusement. Nous déposons depuis 3 ans, les sénateurs de Gironde, donc une suppression donc, de la TSE, mais nous sommes que le pôle parlementaire donc présent au Sénat à nous opposer, et le reste du Sénat vote pour. Voilà, donc je vais passer la parole à Colette Capdevielle qui nous rejoint. Ouais, oui, merci Monique, merci de répondre très nombreux. Il vient de rentrer de l'Assemblée où il y a un énorme travail parlementaire qui se fait actuellement, le détricotage de beaucoup de choses. Je voulais dire qu'effectivement, moi j'ai donné ma position publiquement en 2021 à l'agglomération, puisque je suis également conseillère communautaire de la ville de Bayonne et d'opposition. Et à l'époque, ma position rejoignait celle en fait de Gilles Savary. Gilles Savary, ancien conseiller régional, ancien député européen, qui très clairement spécialiste des questions ferroviaires. Donc c'est assez intéressant parce que moi je forge mon opinion en écoutant tout le monde et en vous écoutant, en menant des campagnes et en rencontrant également toutes les associations et notamment le CAD, très actif depuis des années à ce sujet. Et effectivement, je suis convaincu que ce projet est un total anachronisme, d'abord écologique, c'est une évidence, financier, tu l'as dit, parce que je pense que l'argent public est rare et donc il faut savoir où l'utiliser et comment l'utiliser. Et ensuite, c'est aussi, peut-être et surtout, un anachronisme social, parce qu'il va favoriser nécessairement un étalement humain, c'est une catastrophe écologique, économique et sociale,
favoriser encore plus des embouteillages et moyens de circulation qu'il faut absolument éviter. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai été très clair en 2021 à l'agglomération. Je crois d'ailleurs que l'agglomération de Dax avait eu la même position à ce moment-là que la nôtre. Le maire de Dax et les élus de l'agglomération nous avaient rejoints en parlant de véritable saccage et de trouée de notre forêt landaise qui est un trésor qu'il faut absolument préserver. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire mes collègues sénateurs et parlementaires, et c'est pour ça que j'ai rejoint aujourd'hui cette conférence de presse. Et donc je pense qu'il est important de lire que c'est une opposition de l'ensemble des parlementaires du Pays Basque, nous trois, et je salue d'ailleurs Iñaki n'est pas là parce qu'il a beaucoup de travail aussi, on a du mal à se partager partout, mais je salue, parce que le trio est là, la qualité du travail collectif que nous pouvons faire ensemble, et notamment sur ces dossiers locaux qui sont très engageants, parce que le travail est important ici, mais la parole commune que l'on peut porter ensemble à Paris porte beaucoup. Je voulais vraiment insister sur ce point, sur l'aspect collectif. Si l'on veut être entendu, on était hier au ministère de l'Éducation, si on veut être entendu dans les ministères, le fait que l'on mène les dossiers collectivement est réellement un point très positif pour le territoire. Donc, je profite de ce moment pour pouvoir le dire également, et je pense que sur ce sujet, ce sera aussi quelque chose qui sera absolument essentiel. Merci Colette, du coup je vais prendre la suite. Louis Prudhomme, je suis député NFP LFI de la Gironde. J'ai eu le privilège et la chance d'être à l'initiative de ce pôle parlementaire avant que nos collègues soient élus avec ma camarade et voisine de droite. Un pôle parlementaire qui... Non, de l'Europe écologique. Non, elle est à ma droite. Elle est à ma droite. Il a toujours un petit mot sympa. Non, c'était absolument pas calculé. Mais en fait, ça me permet juste de rappeler que le pôle parlementaire que nous avons créé avec ma collègue écologiste de gauche, mais à ma droite, qui regroupe en gros, je vais dire, toutes les nuances de l'arc politique, des Républicains jusqu'à la France Insoumise, le Front Populaire. Et donc ça c'est important parce que ce pôle parlementaire, qui permet aussi, comme l'a dit Colette, c'est un travail collectif, il permet vraiment d'asseoir ce travail de coopération entre les politiques et les associatifs qui mènent cette bataille citoyenne, et nous sommes leur relais en fait pour mener avec eux des batailles. Eux les mènent sur le front juridique et nous on essaye de porter cette parole au niveau politique. Et je pense que, comme le disait Peyo tout à l'heure, on est à un tournant où cette action conjointe va sans doute permettre que les choses vont se dénouer. Symbole de cette coopération et de cette coordination, c'est, on l'a vu tout récemment, il y a un recours qui a été un référé qui a été déposé par les associations sur les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, le recours pour suspendre les travaux en attendant que le dossier soit jugé au fond. Malheureusement, le recours a été rejeté et en fait, on se retrouve devant le syndrome A69 que vous avez toutes et tous en tête, c'est-à-dire qu'on passe à marche forcée, hein, le bulldozer avance, on se fiche des recours, on se fiche même de l'état de droit. C'est quand même enfin, c'est incroyable parce qu'on nous fait nous des leçons à longueur de séance au Sénat, à l'Assemblée nationale sur le respect de l'état de droit et tout un tas de belles paroles. Mais en fait, on est sur le fait que là, il y a un référé qui est débouté. On va continuer à avancer sur des travaux pour finalement s'apercevoir qu'au fond, sans doute comme pour la 69, les associations auront eu raison et puis on nous fera des grands cris d'orfraie en nous disant ben non, on a déjà engagé des millions d'euros et donc il est impossible de revenir dessus. Donc en fait, pour éviter ce fiasco tel qu'on l'a vécu sur la 69, sur le début de la LGV que sont les AFSB, il y a effectivement une solution très simple et que nous réclamons depuis plusieurs mois, c'est de dire moratoire tant que tous les recours que vous, associatifs, portez ne sont pas purgés. Et ça nous semble une règle démocratique de respect du droit et du respect du droit environnemental, et puis une mesure de bon sens parce que nous sommes aussi les garants des deniers publics. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la période que nous vivons, dépenser des millions d'euros pour finalement s'apercevoir que ce qui a été fait, il va falloir le défaire parce que c'est illégal, ne me paraît pas une bonne façon aujourd'hui de gérer notre argent. Et donc c'est ça que nous demandons aussi avec force depuis plusieurs mois
et que je voulais réitérer aujourd'hui devant vous ici à Bayonne, c'est de dire moratoire, parce que les associations, les citoyens sont opposés, leurs porte-parole, nous élus politiques de divers bords, nous y sommes opposés, les collectivités territoriales y sont opposées, et donc il faut absolument un moratoire. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Remercier quand même au passage, je l'ai pas fait au début, pardon, monsieur le maire pour son accueil, merci à Pays aussi pour l'invitation et l'organisation. Très bien, je m'associe évidemment au remerciement de Loïc. Donc Mathilde Feld, nouvellement députée de la Gironde, puisque moi j'ai été élue qu'en 2024, donc j'ai rejoint toute cette histoire parlementaire en 2024, bien que j'étais engagée comme citoyenne évidemment contre cette LGV depuis bien longtemps. Moi j'ai rejoint ce pôle parce qu'en particulier sur ma circonscription, il y a un peu moins de 4% des habitants qui prennent des transports en commun. La moyenne nationale est autour de 15%. Donc on a un très très grand besoin des trains du quotidien. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'argent, puisque c'est un service public qu'on doit aux habitants. On parle d'enclavement de telle ou telle collectivité, du développement économique qu'on nous fait miroiter, des emplois qu'on nous fait miroiter, qui sont tout à fait utopiques, enfin en tout cas pour l'instant ils n'existent pas. Moi j'estime qu'il faut déjà s'occuper des besoins des gens qui sont sur les territoires, qui ont besoin de se déplacer au quotidien, qui n'ont aucun moyen de transport le samedi, le dimanche. Il y a des lignes qui existent, il y a des lignes qu'on peut rénover, puisque notre opposition, elle n'est pas une opposition purement et simplement en disant on n'en veut pas. On a des alternatives, on propose des alternatives. On a fait ce livret avec Loïc Prudhomme, je me suis jointe d'ailleurs aux travaux du cabinet de Loïc Prudhomme pour constituer un livret d'alternatives. Donc on a des solutions à proposer, et donc tout ce qui vient d'être dit, évidemment, je m'y associe pleinement. Cet argent, il doit être utilisé, et encore, on en aura besoin de moins de 14 milliards, ou 18 milliards, ou 20 milliards, parce qu'on sait très bien que ce genre de grands projets, en général, ils sont à peu près à 50% au-dessus à l'arrivée, c'est-à-dire qu'on peut même tabler tout de suite sur 30 milliards si jamais ça devait malheureusement faire. Et nous, on a besoin de beaucoup moins d'argent pour refaire les lignes de train du quotidien pour permettre aux gens de se déplacer. Donc c'est un projet qui n'est ni d'intérêt général, qui n'est construit avec aucun acteur du territoire, qui répond à aucun défi social, à aucun défi climatique, bien au contraire. On parlait d'anachronisme tout à l'heure, Colette parlait d'anachronisme. J'en rajoute un, le déni démocratique. Il y a 80% des contributions à l'enquête publique qui sont contre ce projet. Donc moi je vous remercie beaucoup d'être mobilisés comme vous l'êtes, et vraiment ça montre aussi le dialogue qu'il y a entre les parlementaires et les territoires, ce qui est bien légitime. Donc on est vos porte-parole, et je trouve ça vraiment important à un moment donné qu'on écoute aussi les gens qui vivent sur ces territoires, parce que en fait c'est eux qui vont avoir leur environnement ravagé, leur quotidien complètement perturbé, et qui ne vont jamais prendre les TGV. Il y a 80% des Français qui ne prendront jamais le TGV de toute leur vie, parce que ça n'est plus un train populaire, si ça n'a jamais été un jour, et c'est beaucoup trop cher, donc ils ne prendront pas ce train. Non seulement on paye depuis 2024, le 1er janvier 2024, pour une hypothétique mise en ligne donc en 2032, donc on paye pendant 8 ans, nous tous, pour rien du tout, et pour avoir notre environnement dégradé. Donc il y a de multiples raisons qui ont été évoquées, moi je rajoute celle-là, et puis on lâche rien. C'est Victor pour le cadre. Bon, et voilà, merci. Bonjour à tous les deux. Nous sommes le cadre, nous sommes venus pour souligner cette convergence entre élus et citoyens. Nous sommes le versant citoyen électeur de ce rassemblement. Monsieur, je suis à droite, monsieur, et que je suis à gauche de l'UFI. C'est pour t'arranger. Merci, t'es gentil. Nous sommes ceux qui luttent depuis 1992, 33 ans, contre ce projet pharaonique destructeur, inutile et imposé. Inutile de vous dire que nous étions à cette époque-là des amiches, comme dit l'autre, qui s'éclairaient à la bougie, etc. Et regardez le retour de Manivelle, combien nous sommes modernes aujourd'hui quand on est obligé de parler sobriété. Il nous a fallu longtemps œuvrer pour faire basculer l'opinion publique. Ça a été des centaines de réunions publiques. Et faire basculer aussi les élus
qui par 2 fois désormais à la CAPB se sont prononcés massivement contre ce projet. Et nous saluons particulièrement ceux qui parfois nous avons eu du mal à convaincre et qui font preuve d'intelligence et d'écoute. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau écoute, je crois que c'est aussi exemplaire que notre lutte. C'est-à-dire qu'il y a des élus enracinés dans quelque chose profondément populaire ici. Et c'est cette écoute-là qui nous intéresse particulièrement. Et c'est ça aussi la modernité par rapport à de très vieilles habitudes. Voilà. Nous saluons également les 4 députés européens, les 7 députés nationaux, les 5 sénateurs, les 15 conseillers régionaux, les 15 conseillers départementaux, les 92 maires et les 490 conseillers municipaux qui ont signé l'appel du vote. À l'appel de Jean-René Thierry, M. Santano et Loïc. Nous sommes ceux qui ont réuni 15 500 personnes précédées par 130 tracteurs, qui nous ont permis de dire combien cette LGV, destructrice de l'environnement, impacte profondément les agriculteurs. Nous sommes ceux qui avions raison pendant le débat public quand nous dénoncions les chiffres faux de l'EFF. Je ne citerai qu'un chiffre, celui que tous les journalistes ont déjà entendu, je vais leur casser les pieds une nouvelle fois. Le débat public nous annonçait une saturation imminente. Dès 2010, ça a commencé et c'était impossible de passer en 2020. Pourquoi? Parce que nous étions là, les chiffres de 99, c'était 10 trains de fret par sens et par jour, en moyenne. Le débat public nous annonçait 85 trains de fret par jour et par sens en gare de Bayonne. Après, ils ont fait ce qu'il fallait pour détruire bien le fret, que nous soutenons. Eh bien, aujourd'hui, nous avons déjà dépassé 2020 depuis 5 ans. Il y a 4 trains de fret entre Hendaye et Bayonne, par sens. Et il y a 6 trains et demi par sens en moyenne, au nord de Bayonne jusqu'à Bordeaux. Comment peut-on se tromper dans de telles proportions, si ce n'est par mauvais enfants? Nous saluons cette initiative aujourd'hui, qui réunit en cette terre de résistance ceux qui aujourd'hui s'insurgent contre un projet qui saigne économiquement et injustement les territoires, et pas seulement au Pays Basque. Ça fait 2 ans que la taxe existe. Chez moi, elle a augmenté de 27%. Une personne de Tarnos m'a dit 33%. Dès la première année, des augmentations de 27%. Et c'est annoncé pour. Ça doit durer 40 ans. Donc vous voyez ce qui nous attend. À l'heure où les tractations se mènent dans le couloir européen en particulier pour capter les milliards manquants auprès de l'Europe, nous le disons tranquillement, nous luttons depuis 33 ans et nous ne sommes pas fatigués. Parce qu'obtenir une telle réponse collective aujourd'hui, c'est gratifiant, c'est encourageant et c'est porteur d'avenir. Et vous voyez qu'on est très loin des amis. Merci donc à vous tous d'être venus au Pays Basque, qui est loin, très loin d'être enclavé. Et pour répondre à une expression malheureuse d'Alain Rousset, un Pays Basque où les habitants ne sont pas des débiles. Caroline Belas Galderac, Balima et Toussoué, si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. J'ai une question, bonjour, au sujet du rejet de ce recours. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est qu'on en est juridiquement après le fait que le recours soit rejeté. Alors ce qui a été rejeté hier, c'est un référé sur les AFSB. Donc comme pour la 69, en fait, c'était un référé pour dire en urgence, il faut suspendre en attendant que le fond soit jugé. L'arrêté de déclaration d'utilité publique. Oui, pardon. Donc qui demandait une suspension en urgence des travaux en attendant que le fond soit jugé. Et de fait, là, la prochaine étape, c'est d'attendre qu'il y ait
une date d'audience pour juger sur le fond. Et le fond va être jugé, si j'ai bien compris, parce que j'étais au tribunal, sur 2 volets. Le volet impact environnemental, puisqu'en définitive, il y a le Vision d'Europe, etc. Il y a plusieurs arguments au point de vue environnemental. Et également sur l'utilité de ces voies au sud de Bordeaux. Et donc l'argument qui a été développé, dont je disais tout à l'heure, c'est qu'au nord de Bordeaux, pour faire passer la LGV pour aller vers Paris, il y a 2 voies qu'emprunte la LGV. Tandis qu'au sud de Bordeaux, il va falloir 3, voire 4 voies par moment pour la faire passer. Donc, est-ce qu'il est vraiment utile de faire ces aménagements de cette façon au sud de Bordeaux? Est-ce que c'est vraiment utile alors qu'au nord de Bordeaux, ils sont traités différemment? Vous voyez, donc il y a 2 volets sur le traitement du fond. J'ajouterais une petite alerte sur le plan juridique, puisqu'on est en train d'examiner, comme le disait Colette tout à l'heure, un projet de loi de simplification de la vie économique dans lequel le gouvernement a mis tout et n'importe quoi, dans lequel des parlementaires de droite et d'extrême droite, clairement quand même, ont rajouté des amendements qui sont totalement délirants et qui visent en particulier à réduire considérablement les possibilités de recours justement sur les questions environnementales. Donc il faut être. J'espère qu'on n'aura pas le temps d'arriver à discuter là-dessus aujourd'hui en hémicycle, puisque ça s'arrête ce soir à minuit. Mais il va falloir être très très vigilant sur ce qui va venir après, puisque l'idée c'est précisément d'enlever les notions d'intérêt public majeur sur les grands projets, etc. De dire que ça, on s'en fiche, que ça n'existe plus, que quand il y a un grand projet, le gouvernement en gros il fait un peu ce qu'il veut. Donc ça, il va falloir être extrêmement vigilant là-dessus. Et n'hésitez pas à alerter tous les parlementaires à chaque fois quand vous allez revoir ce texte se représenter à l'Assemblée nationale. Vraiment. Et après, il y a d'autres recours qui sont encore en route. Notamment, il y a un recours que nous portons avec en particulier Albret et avec RC Parceau sur les changements substantiels du projet. Et donc, parce que si on prend par exemple le financement, on nous a retoqué le Conseil d'État la première fois en disant que ça serait strictement le même financement que Bordeaux, et le partenariat public-privé avec les RCI, etc. Maintenant, vous avez l'usine à gaz de la taxe d'habitation, etc. C'est pas du tout ça. Voilà, il y a plein d'autres choses qui ont changé. Donc, nous portons un recours. Ça a été présenté de manière gracieuse au Premier ministre qui, au bout de 2 mois, gentiment n'a pas répondu. Et donc maintenant, nous allons porter le contentieux et nous l'accompagnerons. Il y a une question prioritaire de constitutionnalité en juin. Sur la TSE. Sur la TSE. Voilà. Donc il y a d'autres recours en cours qui sont en route. Et donc il doit encore alimenter le moratoire. Et je vous rappelle que le Pays Basque n'a pas eu ni enquête publique, ni DUP. Le Pays Basque, depuis Dax jusqu'à la Vidasson. Et donc, il y a de quoi encore batailler. D'autres questions? On va peut-être procéder chacun. Maintenant, je dis, on va peut-être chacun procéder, je pense. Ouais, mais il y a une question derrière peut-être. Ouais, moi, je voudrais savoir en quoi consistent les AFSB, donc les premiers travaux qui pourraient démarrer le 18. Alors, on l'explique là dans ce super livret, donc j'invite les journalistes qui l'ont pas eu à venir le prendre après. En fait, il s'agit de rajouter des voies sur les voies existantes qui aujourd'hui sont au sud de Bordeaux, prétextant en fait qu'il y aurait un bouchon ferroviaire qui empêcherait de faire passer des TGV du fret. Bon, juste, j'en profite pour rappeler que ce bouchon, moi je l'appelle le bouchon Rousset. Parce qu'en fait, ces voies au sud de Bordeaux qui passent par Langon et qui vont après sur Toulouse, en fait, aujourd'hui, pour créer un bouchon, on a notamment, l'idée c'est de dire tous les trains qui aujourd'hui passent sur la ligne qui vient ici, que j'ai pris ce matin pour venir en train, qui fait donc facture Biganos et qui descend en ligne droite, qui est quand même le plus rapide pour venir jusque chez vous. En fait, tous ces TGV, on va les décaler pour les faire passer sur un tronçon commun. Et forcément, quand vous mettez plus de trains, que ceux qui vont jusque Bordeaux à Langon ne s'arrêtent pas 4 fois ou 6 fois, mais s'arrêtent 11 fois tous les 2,5 km, vous créez un bouchon artificiel pour dire oh là là, 2 voies ça passe plus, et donc il faut créer une 3e voie. Les AFSB aujourd'hui, c'est créer une 3e voie
ce qui est quand même aussi une petite aberration de ce que nous ont dit les ingénieurs SNCF, parce que c'est aussi l'intérêt du pôle parlementaire, c'est qu'on a pu aussi auditionner des gens, des experts, on a pu cuisiner la SNCF, et que vous savez comme moi, c'est aussi un peu de bon sens quand on a travaillé un peu sur le dossier. Les trains roulent dans les deux sens, donc c'est plutôt par paire de deux que des rails devraient exister. Donc là, c'est une bizarrerie, c'est une espèce de mouton à 5 pattes. Une troisième voie sur 12 km à la sortie de Bordeaux pour permettre, soi-disant, de résorber un bouchon qui est créé artificiellement. Et il y a le même sur le nord de Toulouse, qui est prévu. Voilà. Et c'est un cheval de Troie, c'est ça? C'est pour démarrer les travaux et pour enclencher les choses? C'est comme ça qu'on le vit. Après, ce que disait Payot tout à l'heure, si c'était le moindre mal et qu'il finalement il s'arrêtait aux 12 km et que derrière ça se cassait la figure, on se contenterait de cette belle victoire. Ça épargnerait quand même toute la vallée du Ciron, les Landes, les Lot-et-Garonne et puis les Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est pour moi un cheval de Troie parce que ça leur permet de prendre ce que nous on défend, les trains du quotidien, en disant mais vous êtes contre les trains du quotidien parce que vous ne voulez pas ces aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est aussi une manière d'embrouiller dans la tête des citoyens les choses. Oui, les experts ont pu démontrer qu'en définitive tous les trains pouvaient passer, donc cette voie était inutile. Sachant que ça leur permet également de faire financer ces aménagements, puisque c'est dans le cadre soi-disant des trains au quotidien, par la métropole et par le conseil départemental. Donc c'est aussi un moyen d'avoir des financements complémentaires. Ça permet de voilà. Juste, je suis président d'une mission d'enquête d'une mission d'information sur le ferroviaire avec mes collègues Béranger Cernon et LFI Olga Givernet qui est macroniste, c'est Renaissance, qui était ministre de l'énergie d'ailleurs, Olga. Donc ils sont co-rapporteurs de cette mission d'information. Lors de la mission, on a auditionné énormément des acteurs du ferroviaire. Et aujourd'hui, tous tirent la sonnette d'alarme sur le manque criant d'argent pour juste garder le système ferroviaire à court terme. On ne parle même pas d'un plan sur une dizaine d'années. On est sur un plateau et ça peut s'effondrer. Pour information, l'Allemagne n'a pas mis en place ses financements pour rénover le réseau existant. Et l'Allemagne aujourd'hui a des retards chroniques. Il y a un taux de moins de 70% de régularité des trains en Allemagne à cause de l'état du réseau. La Suisse interdit les trains allemands de rentrer sur son réseau parce qu'ils sont tellement en retard que ça vient impacter sinon la circulation des trains suisses. Aujourd'hui, on est à la veille de ça en France, et tout le monde le dit. SNCF Réseau, SNCF Voyageurs le dit, tout le monde est d'accord là-dessus, les journalistes spécialisés du secteur, et la conférence de financement doit nous permettre de trouver l'argent pour ça, et il faut vraiment qu'on mette les priorités dans l'ordre, et la LGV dans l'ordre, ça sera toujours la dernière. C'est vrai, parce qu'au-delà des questions d'investissement, on parle beaucoup d'investissement, mais c'est vrai que si on rajoute des voies, ça va rajouter aussi en matière de fonctionnement évidemment derrière pour les entretenir, et ça pose une énorme question par rapport à ce que Léo vient de dire aussi. Juste un petit mot pour vous donner aussi un argument qui nous est souvent retourné sur la question de la rénovation du réseau existant et qui justifie notamment la nouvelle voie Bordeaux-Toulouse. On nous dit aujourd'hui on n'est pas en capacité de rénover Bordeaux-Toulouse parce que les trains y circulent et que donc du coup le mieux c'est de faire une voie parallèle, comme ça on évite les problèmes de rénovation. Ce qui voudrait dire, si on suivait cette logique, donc ça c'est les arguments d'Alain Rousset et du préfet Guyot, c'est que partout en France il faudrait doubler toutes les voies puisque visiblement on n'est plus fichu aujourd'hui à la SNCF de rénover des voies qui sont aujourd'hui en service qui vous le conviendrez, ne nous semble pas complètement cohérent comme position. Voilà, si vous voulez des questions individuelles. Merci beaucoup.